Une coupure d'électricité en fin 2014 lors de la signature de la charte de la transition à la maison du peuple de Ouagadougou et il est propulsé à la tête de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité. Il est avec nous aujourd'hui, François Dessal Ouedraogo, le directeur général de la Sonabel, est l'invité de l'émission Le Grand Déballage. Nous sommes pratiquement à un peu plus de 3 ans de fonction et c'est la première fois qu'il accepte une telle émission pour échanger sur les difficultés que rencontre la Sonabel au Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Ouedraogo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes arrivé donc à une période difficile donc à la tête de la Sonabel, une coupure d'électricité et puis la transition politique qui vous fait appel. Et depuis lors, est-ce que vous êtes dans l'angoisse continue ou dans l'insomnie? C'est quoi le quotidien d'un directeur général de la Sonabel? Merci de l'occasion que vous nous offrez de pouvoir nous expliquer. Et je dois dire que le quotidien d'un directeur général de la Sonabel, c'est trouver les voies et moyens pour fournir de l'électricité en quantité suffisante et de très bonne qualité aux consommateurs de l'électricité au Burkina. Bon, c'est une équation qui n'est pas du tout facile, étant donné que nous sommes dans un contexte où les ressources ne foisonnent pas et où, en tout cas, les besoins des consommateurs ne font que s'accroître. Et ça fait que ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'en arrivant, vous vous êtes dit, je viens pour gérer une société très difficile avec beaucoup d'attentes des populations burkinabées? Bon, je dois dire que je n'ai pas choisi d'être là. Bon, j'étais un jour au bureau vers 13 h. Et à l'époque, ce n'était pas journée continue. Je m'apprêtais à aller à la maison. Et puis, quelqu'un m'a appelé pour dire que m'a nommé comme directeur général de la Sonabel par intérim. Ah, vous n'avez pas été consulté? Je n'ai pas été consulté. J'étais surpris parce que je me suis dit, bon, pour confier une telle responsabilité à quelqu'un, bon, on doit pouvoir le consulter d'abord. Bon, et effectivement, ça s'est confirmé. Bon, mais je l'ai pris comme une charge qu'on me confie pour le bien de la population. C'est ainsi que je l'ai accepté comme tel. Et chaque jour, je m'efforce à travailler, en tout cas à remplir ma mission, à servir du mieux que je peux le Burkina. Du reste, je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière. Alors, vous êtes directeur général de la Sonabel aujourd'hui. Vous entendez le cri de cœur des populations qui n'arrivent plus à travailler. On trouve que les délestages de cette année ont été particulièrement difficiles. Comment vous expliquez cette situation délétère dans laquelle se trouve la société aujourd'hui, qui n'arrive pas à satisfaire sa clientèle? Bon, je dois dire que au début de la saison pluvieuse, dans la saison de chaleur, nous avions déjà communiqué pour informer quelle était la situation exacte de la fourniture de l'électricité au Burkina Faso. C'est ainsi que on avait annoncé un déficit de 50 MW, essentiellement dû au fait que la ligne d'interconnexion avec le Ghana n'était pas encore achevée. Et du côté du Ghana, on a enregistré un retard dans l'achèvement de la ligne qui fait qu'il manquait 50 MW pour compléter l'offre et satisfaire la demande. Et à l'époque, on avait expliqué qu'est-ce que nous envisageons faire pour faire face à la situation. Et l'une des mesures était de solliciter certains gros clients pour qu'ils s'effacent pendant les périodes difficiles pour réduire un peu le déficit. Et nous avons effectivement contacté les 4 cimentiers. Nous avons contacté une fonderie qui est à Kosodo. Et nous avons contacté les 2 miniers qui sont raccordés sous le réseau. Alors, toutes ces structures-là, quel est le poids qu'ils représentaient en fait sur les réseaux Sonabel en termes de pourcentage de consommation d'électricité? Et les 7 confondus appellent 38 MW. Bon, donc s'ils s'effacent du réseau, cela nous permet de réduire le déficit de 38 MW. Bon, et ils ont accepté de façon citoyenne d'accompagner la Sonabel pour gérer la période difficile. C'est ainsi que pendant les périodes difficiles, notamment la nuit, ils s'effacent du réseau pour permettre effectivement d'avoir de l'énergie pour fournir les autres clients. Et je pense que c'est vraiment
à saluer. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire merci pour ce sacrifice qu'ils ont fait parce que ça leur coûte cher d'accepter ce sacrifice-là. Mais cela n'a pas réglé le problème. Non, cela n'a pas réglé le problème, mais cela a réduit un peu les difficultés. Et si vous avez remarqué, entre mars et avril, bon, la situation était assez contenue. Et je dois dire que c'est en mai que ça s'est accentué, tout simplement du fait que vous savez qu'en 2017, il n'a pas bien plu au Burkina. Donc nos barrages n'ont pas reçu assez d'eau. C'est ainsi que le 28 avril, nous avons été obligés d'arrêter les machines du barrage de Bagré parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le barrage. Et le 5 mai, nous avons été obligés d'arrêter les machines du barrage de Kompienga aussi parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le barrage. Et Kompienga jumelé, ça fait combien de pertes en matière de kilowatts pour ce qui est des Burkinabés en fait? Bagré et Kompienga ensemble ont une puissance installée de 30 MW. 30 MW. Donc du fait que ces deux barrages ne fournissaient plus de l'électricité, le déficit s'est aggravé. C'est pourquoi vous avez constaté que c'est depuis mai que la situation s'est dégradée et on essaie de gérer sans les barrages. Alors, je vous écoute attentivement, vous dites, vous avez sorti un programme pour dire aux citoyens burkinabés, voici le programme de délestage avec lequel nous allons fonctionner pour la période difficile. Mais le souci des citoyens, c'est que vous ne respectez même pas le programme qui est publié dans les médias. Parce que les coupures, les heures ne sont pas respectées, les zones ne sont pas suffisamment fournies, même le calendrier qui est donné n'est pas respecté. C'est à ce niveau-là que les populations se plaignent. Non, il faut dire que le programme de délestage est juste indicatif. Et parfois, on annonce qu'on va couper une zone, mais on ne les coupe pas. Bon, mais parfois, on n'annonce pas, mais c'est coupé pas simplement parce qu'il y a un manque d'électricité, mais tout simplement, il y a d'autres événements comme les pannes qui interviennent ou comme d'autres événements comme les entretiens qui nous obligent parfois à couper pour pouvoir effectivement remettre les équipements en l'état. Donc, vous pouvez vous retrouver même dans une situation où vous délestez une zone et au moment où vous remettez le courant, une panne apparaît. Donc, vous êtes obligé d'aller rechercher où se trouve la panne, de réparer avant de remettre. Donc, ceux qui sont dans cette zone se retrouvent être coupés au-delà même de l'heure prévue, du temps prévu. Bon, mais c'est indépendant de notre volonté. C'est dû à des aléas. Et quand ça arrive, je dois vous avouer que le personnel se voue corps et âme pour pouvoir intervenir rapidement et permettre de remettre l'électricité. Il y a eu beaucoup de communiqués qui sont toujours diffusés, notamment faisant une escale sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Quand vous sortez un communiqué, est-ce que vous savez que finalement les populations ne croient plus au contenu de ces communiqués que vous diffusez? Bon, je dois dire que nous donnons l'information exacte. C'est vrai que quand ça vient à répétition, bon, chaque fois c'est entre Paille et Tel Boromo, tout le temps c'est la même zone, c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée. On a l'impression que c'est devenu un communiqué de réchauffer à chaque fois qu'on publie au sein de la presse pour alerter l'opinion, pour justifier les coupures. Alors, je pense que nous n'accusons pas la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire nous rend beaucoup service à travers cette ligne. La Côte d'Ivoire nous fournit plus de 30% de nos besoins en électricité. Et ces 30% nous revient à un coût moins cher. C'est-à-dire que si nous devons produire ces 30%-là, le coût de revient de l'électricité serait encore plus élevé. Donc il faut dire que, il faut reconnaître que cette ligne nous apporte beaucoup. Mais c'est vrai que lorsqu'elle n'est pas là, ça crée des désagréments. Mais je peux vous dire qu'elle est disponible sur plus de 98% du temps. Donc ce n'est pas parce que à moins de 2% du temps, elle n'est pas là que nous allons dire que la ligne ne sert pas, la ligne n'est pas utile. La ligne est très utile. Maintenant, il y a des pannes qui arrivent. Et quand ça arrive, on travaille à dépanner le plus rapidement possible pour pouvoir remettre le courant. Nous avons l'inconvénient d'être en bout de ligne.
parce que la ligne a parcourt près de 1000 km pour arriver à Ouaga. Et tout ce qui se passe sur ces 1000 km, nous étant en bout, nous le ressentons. Donc c'est pourquoi quand il y a des problèmes, bon, il y a des perturbations. Mais c'est tout simplement parce que c'est une seule ligne. Il y a des lignes qui arrivent, il y a la ligne du Ghana qui arrive. Et par la suite, il y aura la ligne du Nigeria qui arrive. Quand, par exemple, toutes ces lignes seront là, quand une n'est pas là, les autres vont pouvoir reprendre et les désagréments vont diminuer. Ça, c'est encore de l'espoir qui se vend, parce que ça avait commencé comme ça avec la Côte d'Ivoire. Mais si nous restons sur la ligne d'interconnexion, monsieur le directeur de la Sonabel, il y a une réalité qui est là. On a l'impression que le travail a été mal fait depuis la base. Comment se fait-il qu'un investissement de près de 50 milliards se retrouve aujourd'hui chaque fois avec des pannes à n'en pas finir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le travail a été bien fait depuis la base? Je pense que on ne peut pas dire que le travail n'a pas été bien fait. Vous savez, des ouvrages de telle ampleur, en temps normal même, ne peuvent pas vivre sans connaître des pannes. Mais il y a au moins une garantie que l'entrepreneur ou l'entreprise aurait dû donner à la Sonabel. Il y a une garantie, il y a une garantie. Je peux vous dire que quand on a constaté que la ligne avait régulièrement certaines pannes, on a cherché à comprendre. Je dois dire que la ligne est longue de plus de 300 km qui quitte Bobo pour venir à Ouaga. Et on ne peut pas tirer un fil électrique sans interruption jusqu'à Ouaga. Donc c'est plusieurs morceaux de fil qu'on tire et maintenant on a des tubes métalliques qui permettent de souder ces fils. Donc c'est au niveau de ces tubes-là qu'il y a les défaillances. Et nous en avons plus de 400 entre Bobo et Ouaga. Et quand les problèmes ont commencé, nous avons fait des analyses. On a envoyé les tubes même en laboratoire. Et les recherches ont montré où se trouvaient les défaillances. C'est au niveau de la forme qu'il y a le problème. Et on a cherché quelles sont les solutions qu'on peut faire pour réduire les conséquences de ces défectuosités-là. Et le processus est en cours pour pouvoir permettre effectivement de renforcer ces tubes-là par des systèmes qui existent dédiés à ça et ça va permettre de mieux. Parce que les citoyens qui nous regardent, ils sont encore dans l'angoisse, dans la peur, parce que du jour au lendemain, un communiqué peut tomber pour des coupures à n'en pas finir. Dans le processus en cours, d'ici la fin de l'année, on doit pouvoir finir de renforcer la ligne. Mais c'est à la charge de qui? C'est la Sonabel qui paye ou c'est l'entrepreneur qui a eu à faire le travail? Nous travaillons de concert avec l'entrepreneur. Et dans tous les cas, il y a un contrat qui nous lie et le contrat sera appliqué. Donc chacun assumera ses responsabilités. Vous rassurez les citoyens que d'ici la fin de l'année, sur la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y aura plus de problème? Je ne peux pas dire qu'il n'y aura plus de panne. Parce qu'il n'y a pas un ouvrage électrique qui ne connaît pas de panne. Même vous allez dans les pays développés, il y a des pannes. On ne le perçoit pas parce qu'il y a beaucoup de lignes qui font que quand une ligne disparaît, les autres reprennent et on a le temps de réparer sans que le client ne se rende compte qu'il y a un problème. Donc on ne peut jamais dire que la ligne ne va jamais tomber en panne. Ça va réduire les pannes, mais tant qu'on exploite un ouvrage électrique, vous devez vous attendre qu'il y ait des pannes. Alors, la Côte d'Ivoire, on en a parlé. Le Ghana, où vous en êtes avec le processus d'interconnexion avec le Ghana? Est-ce que le processus est achevé? Est-ce que les tests ont commencé? Où nous en sommes avec ce projet-là? Bon, je dois dire que depuis décembre, du côté du Burkina, les travaux étaient achevés et on attendait la fin des travaux du côté du Ghana. Et ils sont en train de finir les travaux et en principe, d'ici la fin du mois de juin, ils auraient fini pour qu'on puisse exploiter la ligne définitivement. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui nous revient plus cher? La Côte d'Ivoire, vous payez combien par an, contrairement au Ghana avec l'interconnexion qui est à venir? Bon, les tarifs sont confidentiels. Mais oui. Mais les citoyens ont besoin de savoir tout de même. Non. C'est leur droit le plus absolu. Les citoyens doivent savoir que nous gagnons l'énergie moins chère. Avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire et avec le Ghana. En quoi c'est confidentiel? C'est confidentiel, c'est contractuel. Donc,
Vous savez, et si vous prenez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous seulement les seuls clients de la Côte d'Ivoire. Et le coût que nous payons, ce n'est pas forcément le même que, par exemple, les Ghanéens paient ou bien que d'autres clients paient. Si vous vous mettez à le publier, peut-être ceux qui paient plus cher vont réclamer. Peut-être qu'on va vous demander de payer plus cher. Bon, donc, je pense que dans le contrat, c'est écrit que c'est confidentiel. Donc, c'est un devoir pour nous de respecter le contrat. Avec le Ghana aussi, c'est moins cher. Oui. Et le Nigeria, finalement? Le Nigeria aussi, en principe, ce serait moins cher. Et le processus est à quel niveau avec le Nigeria? Avec le Nigeria, en novembre 2016, les bailleurs de fonds se sont retrouvés à Ouaga et ils ont mobilisé les ressources financières pour pouvoir réaliser la ligne. Donc, actuellement, les bailleurs de fonds sont en train de passer devant leur conseil d'administration pour permettre effectivement que les conseils d'administration acceptent les financements et qu'on puisse signer les conventions entre les pays et puis les différents bailleurs de fonds. La BAD a déjà signé sa convention avec les pays, donc avec le Burkina et puis le Niger. Il reste la Banque mondiale et puis l'AFD, mais le processus est en cours. Avant la fin de cette année, ces financements aussi seront acquis et les travaux pourront démarrer en début 2018. Le mois de mai a été un mois très difficile. Est-ce que vous savez que la Sonabel est devenue l'ennemi public numéro 1 de toutes ces petites entreprises aujourd'hui, les poissonneries, les soudeurs et autres là qui se plaignent? Est-ce que vous avez un tant soit peu mesuré la conséquence économique de ces délestages sur les citoyens burkinabés? Bon, nous savons que ce n'est pas facile. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur activité qui sont appuyés sur l'électricité. Au-delà de ça, même les populations, les consommateurs souffrent du fait qu'il manque l'électricité. Quand il n'y a pas le courant, vous ne pouvez pas avoir de la climatisation, vous ne pouvez pas avoir la ventilation, vous ne pouvez pas avoir les informations, vos équipements électriques ne marchent pas. Je dois dire que nous, travailleurs de la Sonabel, nous sommes aussi des consommateurs de l'électricité. Donc autant les consommateurs souffrent, autant nous souffrons. Vous êtes journaliste, je sais que quand vous levez le matin pour venir au travail, vous ne pouvez pas imaginer venir mal faire le travail et puis les téléspectateurs ne vont pas apprécier votre travail. Quand vous venez, vous souhaitez faire un succès et que vos émissions soient appréciées. Moi aussi, quand je me lève le matin, tout mon souhait, c'est de pouvoir fournir l'électricité à la population. Tous les travailleurs de Sonabel, quand ils se lèvent le matin, leur souhait, c'est de bien faire leur travail. Donc, ils vont venir, ils vont travailler. Autant la population souffre parce qu'il fait chaud et il y a manque de courant, vous allez voir, le travailleur Sonabel va aller monter sur les poteaux, sous le soleil pour travailler, pour fournir l'électricité aux consommateurs. Le mécanicien, il va aller en centrale. Pendant que l'extérieur fait 45 degrés, dans la centrale, il va faire 55 degrés. Il va travailler pour dépanner les groupes, pour permettre à la population d'avoir l'électricité. Donc c'est pour dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous servons ce courant-là. Le courant qui n'est pas de bonne qualité et que les clients se plaignent. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour offrir. Et il faut dire que nous avons eu des problèmes tout simplement parce que la Sonabel a traversé 5 années de période difficile. 5 années au cours de laquelle nous avons cumulé des déficits de 2011 à 2016. Et pendant ces périodes, tout ce qui est comme investissement était gelé. Parce que si vous êtes en déficit chronique, aucun bailleur de fonds ne peut vous donner l'argent pour que vous puissiez investir. Sinon, nous avons une planification qui nous dit jusqu'en 2030 qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir satisfaire la population en matière d'électricité. Mais si vous cumulez un retard de 5 ans, ce n'est pas en 2-3 ans que vous allez rattraper ça. Mais je pense que le processus est en cours. Alors, vous avez clairement choisi la période, mais je voudrais, avant qu'on y revienne, je repose ma question, les conséquences économiques. Est-ce qu'à votre niveau, vous évaluez aujourd'hui les conséquences économiques de ces délestages?
savez que les conséquences économiques sont incommensurables. Bon, des spécialistes ont estimé entre 700 francs et 1000 francs le kilowattheure non vendu. Bon, mais ça, c'est des estimations. Quelqu'un qui n'a pas pu faire la soudure pour livrer à son client, et lui, il ne voit pas ça de cette sorte. Quelqu'un qui doit coudre des habits, il n'a pas eu l'électricité, donc il n'a pas pu coudre les habits à temps, il n'a pas eu l'argent. Bon, lui, il ne voit pas ça. Pour lui, c'est la catastrophe. Donc nous savons que ce n'est pas facile au niveau de la clientèle. Mais nous nous efforçons de faire ce que nous pouvons pour pouvoir donner l'électricité. Est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à penser au dédommagement de ces personnes-là qui sont victimes de vous aujourd'hui? Ils ont payé l'électricité, ils sont venus vous voir parce qu'ils pensaient à un service de qualité et vous ne leur rendez pas service aujourd'hui. Bon, par rapport aux pertes de production, il n'est pas prévu de dédommagement. Ce n'est pas seulement à la Sonabel. Vous allez partir dans toutes les sociétés d'électricité du monde entier. On ne dédommage pas des pertes de production. Et même si vos coupures là, engendrent des pannes, il n'y a pas de dédommagement et tout ça? Si c'est des pannes sur les équipements dues au fait que la qualité du courant n'est pas, ne respecte pas la norme, là oui, là nous sommes même assurés pour couvrir ces cas de situation-là. Quand ça arrive, le client nous saisit par écrit et nous allons faire des investigations. Si c'est confirmé, notre assureur va couvrir ces pertes. Mais sinon, actuellement, les coupures intempestives et autres, là, il n'y a pas de dédommagement qui est prévu pour ceux qui ne bénéficient pas des services de la Sonabel. C'est clair et net. Non, il n'y a pas de dédommagement pour des pertes de production. Alors, le paradoxe de la Sonabel pour beaucoup de citoyens, c'est qu'il y a des coupures d'électricité et les factures ne changent pas. Les factures continuent de tomber avec presque les mêmes montants. Comment vous expliquez cela? Bon, il faut dire que quand on dit que la demande augmente pendant la période de chaleur et que nous n'arrivons pas à satisfaire la demande, ce n'est pas parce que les gens ont augmenté le nombre d'appareils. Ce sont les mêmes appareils qui sont là. Seulement pendant la période de chaleur, ces mêmes appareils ont besoin de beaucoup plus d'électricité pour faire le même travail. Si vous prenez le cas d'un climatiseur, avant la période de chaleur, le climatiseur va prendre l'air extérieur à 25 degrés pour transformer ça, pour avoir 20 degrés à l'intérieur. Et c'est le courant qui est utilisé pour faire cette transformation. Pendant la période de chaleur, le même appareil va prendre la température à l'extérieur à 45 degrés pour le ramener à 20 degrés à l'intérieur. Donc, pour faire ça, il a besoin de plus de courant. Entre 25 degrés et 20 et entre 45 degrés et 20, vous voyez qu'il y a près de 4 à 5 fois de travail à faire pour avoir le même résultat. Il en est de même pour les réfrigérateurs. Un réfrigérateur, il va prendre la même température dehors à 25 degrés pour transformer à 0 degré à l'intérieur. Et pendant la chaleur, il va prendre à 45 degrés pour transformer à 0 degré. Donc pour faire le même travail, il a besoin de plus de courant pour faire le même travail. Et tout appareil électrique, quand il est chauffé, son rendement baisse. Même les télévisions et autres, quand l'appareil est chauffé, son rendement baisse. Ce n'est pas pour rien certains fabricants mettent des ventilateurs à l'intérieur pour améliorer le rendement des équipements. Donc, si l'appareil a besoin de plus de courant pour faire le même travail, c'est normal que la facture augmente. Tout simplement parce que la température a augmenté. Donc, c'est ce qui explique que malgré le fait qu'il y ait des coupures, bon, la facture ne diminue pas. En principe, la facture même doit augmenter. Ah bon? Oui, puisque avec les coupures d'électricité, ça, les populations ne pourront pas... Non, sans les coupures d'électricité, je veux dire, sans coupure d'électricité, la facture en dehors des périodes de chaleur doit être moins que la facture pendant les périodes de chaleur. Donc ça veut dire que pendant cette période difficile, les citoyens devaient payer plus cher que ce qu'ils payent actuellement? Oui, c'est comme ça.
Parce que le même appareil, pour faire le même travail, a besoin de beaucoup plus d'électricité pour faire le même travail. Alors là, il va falloir davantage convaincre les citoyens parce que beaucoup ne sont pas de cet avis. Ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment fournis en électricité. C'est encore eux qui paient cher. De toute façon, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Si vous avez un appareil qui, pour faire le même travail, a besoin de beaucoup plus d'électricité, bon, c'est normal que le courant appelé soit plus important, donc que la facture change. Je vous ai dit, prenez un climatiseur. Donc vous invitez par exemple les citoyens qui nous regardent là à chercher leurs techniciens pour faire cette vérification, tout simplement, pour justifier ces factures qui restent en l'état malgré le coupure d'électricité. Si, ils n'ont même pas besoin d'un technicien même pour même s'en rendre compte. Parce que vous pouvez mesurer la température à l'extérieur, vous savez qu'est-ce que vous avez. Et vous pouvez mesurer la température à l'intérieur, vous savez ce que vous avez. Vous comparez les deux périodes. Il y a une différence de température. Si vous voulez baisser la température de 5 degrés, ce n'est pas avec la même quantité de courant que vous allez pouvoir baisser de 25 degrés. Donc, bon, c'est clair. Il y a pas de, si vous voulez faire plus de travail, il vous faut plus de courant pour faire le même travail. Le résultat est le même. Le climatiseur va donner 20 degrés dans la salle. Mais le travail à faire pour avoir les 20 degrés là est différent entre les deux périodes. Tout simplement parce que la différence de température est plus grande. C'est de 25 à 20, de 45 à 20, ça fait 25. De 25 à 20, ça fait 5. Ça fait 5 fois plus si vous voulez avoir le même résultat. C'est ce qui fait donc que les factures restent en l'état. Alors, les citoyens ont soulevé aussi une autre préoccupation majeure, ce sont les pénalités de retard dans les factures. Pourquoi ne pas les abandonner à cette période caniculaire où vous n'arrivez pas à satisfaire la demande des clients? Bon, je dois dire que les pénalités de retard sont des frais dus au fait que certains clients ne paient pas à bonne date. Notre cycle est le suivant. Le client consomme un mois. Nous venons relever et nous faisons des traitements pendant un mois pour pouvoir le remettre la facture. Et on lui donne un mois pour venir payer. C'est la moyenne. C'est dire que quand on vous dit votre date limite, c'est temps, vous avez consommé pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, Sonabel est allé chercher des ressources financières pour pouvoir assurer cette fourniture. Si au bout de 3 mois, là, vous ne payez pas, vous cassez le cycle. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'on aille chercher d'autres ressources pour pouvoir continuer à vous fournir l'électricité. Donc, ces ressources-là ont un coût. Et c'est ça qu'on a essayé d'évaluer et on a fait une pénalité pour dire à ceux qui sont en retard de le payer. Je pense qu'on ne peut pas demander à ceux qui ne sont pas en retard de payer ses frais. Si on dit à ceux qui sont en retard de ne pas payer ses pénalités, ça veut dire qu'on répercute ça à ceux qui ne sont pas en retard. Et ça, je pense que ça ne serait pas juste de le faire. Donc, on demande à ceux qui sont responsables de cette situation-là de payer les surcoûts qu'ils engendrent. Nous ne sommes pas intéressés à avoir des pénalités. Nous, notre souhait, c'est que tout le monde paie à bonne date pour nous permettre de reprendre le cycle et de fournir correctement l'électricité. Vous imposez des pénalités parce que les gens ne payent pas à bonne date. Au même moment, vous avez des contrats avec des gens pour leur fournir l'électricité 24 heures sur 24. Vous aussi, vous ne respectez pas votre engagement auprès des clients. Il faut dire que partout dans le monde, il n'y a pas un distributeur de l'électricité qui va vous dire qu'il pourra vous fournir l'électricité 24 heures sans interruption. Il n'y en a pas. Si vous prenez tous les contrats des distributeurs d'électricité, ils vous diront toujours qu'il y aura des moments de défaillance. Donc si vous ne pouvez pas supporter ça, vous prenez vos précautions pour pouvoir effectivement faire face à ces périodes de défaillance. Même dans les pays développés, c'est les mêmes situations. Donc, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais c'est pour dire que il nous est difficile de garantir de la fourniture de l'électricité sans coupure. Même si
il y a les pannes qui vont vous amener à couper. Il y a les entretiens qui vont vous amener à couper. Il y a certains travaux. Par exemple, s'il y a des nouveaux clients qui veulent se brancher sur le réseau, parfois on est obligé de couper pour ça. Donc c'est pour dire que vous ne pouvez pas fournir l'électricité sans couper. Alors, par rapport toujours à ces pénalités, où va cet argent finalement? C'est ce que je vous ai dit. Cet argent sert à payer le surcoût du fait que ceux qui ne paient pas à bonne date nous amènent à chercher des ressources supplémentaires pour continuer à les fournir. Et c'est simplement ça. Parfois, certains pensent que c'est de l'argent que les agents Sonabel se distribuent. Oui. Aucun agent Sonabel ne reçoit aucun copec de ça. Ce n'est pas de l'argent distribué. C'est l'argent qui rentre dans le fonctionnement du système. Et je vous assure que c'est de l'argent qui rentre dans le fonctionnement du système. Alors donc vous rassurez les citoyens, vous êtes ferme là-dessus, on ne peut pas annuler les paiements des pénalités. Non, si on veut que le système fonctionne, on ne peut pas annuler. Si vous annulez, il faut que vous allez chercher des ressources ailleurs pour venir mettre. Ou bien que vous redistribuez ce besoin d'argent-là au niveau de tous les clients pour que chacun contribue. Alors, revenons donc sur un autre aspect, les cash power aujourd'hui, les gens qui font des queues à n'en pas finir dans les agences Sonabel pour payer les tickets. Avec les technologies aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas trouver une alternative pour éviter que les citoyens continuent de faire la queue pour payer ces abonnements-là? Oui, vous avez raison. Effectivement, bon, nous-mêmes, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons la population, les clients se bousculer pour pouvoir payer les unités. Et nous avons une démarche en cours pour régler ce problème. Nous avons acquis un nouveau logiciel qui est plus souple et qui offre plusieurs moyens de paiement. Et avec la mise en œuvre de ce logiciel, les clients pourront même rester chez eux et puis payer les unités à travers des moyens comme Airtel Money, et Mobicash et autres. Ils pourront aussi aller à certains points de vente qui ne sont pas des points Sonabel pour pouvoir acheter leurs unités. Le processus est à quel niveau actuellement? On vient de réceptionner le logiciel. On a déjà rencontré les partenaires qui vont pouvoir vendre ces unités, telles que les téléphonies, tels que certains distributeurs. Et on est en train de finaliser les contrats avec eux. Et nous pensons que si tout se passe bien, fin juin au plus tard, on va commencer à lancer, pour tous ceux qui seront prêts, on va commencer à lancer les processus. Alors, rentrons dans un débat assez profond sur la gestion de la Sonabel. Vous avez dit de 2011 à 2016, donc l'entreprise a été confrontée à de nombreuses difficultés. La faute revient à qui finalement? Est-ce que vous avez demandé un audit pour comprendre pourquoi ça fonctionnait autant mal pendant cette période au niveau de la Sonabel? Bon, je dois vous dire que les audits, il y en a toujours eu des audits à Sonabel. Moi, je suis arrivé à la tête de Sonabel depuis fin 2014. Fin 2014 à maintenant, nous avons reçu les visites de l'autorité supérieure de contrôle de l'État 3 fois. Nous avons reçu la Cour des comptes 1 fois. Nous avons reçu l'inspection générale des finances 1 fois. Donc c'est pour dire que les audits, il y en a toujours. Bon, et par rapport à nos difficultés financières, bon, il faut dire que le coût du kilowattheure est fixé depuis 2006. C'est à combien aujourd'hui? 150 à 250, c'est ça? Bon, on a un coût moyen de 129 francs, un coût moyen. Et le coût étant fixé depuis 2006, à l'époque, le baril du kilowattheure, le baril du pétrole coûtait 50 $. Et si vous vous rappelez, en 2011, le baril était monté à 150 $. Donc, le baril avait triplé. Et comme vous savez, notre production est basée sur le thermique. Donc, c'est le combustible, notre principale charge. Donc, si votre principale charge est multipliée par 3 et vous vendez votre produit au même prix, bon, vous ne pouvez pas faire du bénéfice. Donc, c'est ce qui fait que Sonabel s'est retrouvé à faire
des déficits. Et à l'époque, le problème a été posé au gouvernement qui avait dit, bon, il ne va pas augmenter le tarif, mais il va prendre en charge le déficit financier de Sonabel. Donc, bon, mais malheureusement, le paiement de cette prise en charge n'était pas effectif. Donc de 2011 à 2016, le gouvernement a injecté combien de milliards à la Sonabel? Tout compte fait, juste au niveau des subventions pour le déséquilibre financier de Sonabel, le gouvernement a injecté plus de 165 milliards. Plus de 65 milliards. Plus de 65 milliards sur les 5 années. Oui. Bon, mais ce n'est pas ça seulement le gouvernement injecte comme prêt. Le gouvernement subventionne la Sonabel, notamment au niveau du combustible, et puis au niveau parfois de certains projets où les projets sont réalisés sans taxes et autres. Donc il y a d'autres subventions que l'État fait. Alors, parlant de la crise à la Sonabel, toujours, vous l'avez dit, de 2011 à 2016, on a eu des problèmes au niveau de ces structures. Est-ce que la Sonabel est aujourd'hui endettée? Oui, la Sonabel est endettée. À hauteur de combien de milliards? Bon, je n'ai pas le chiffre en tête, mais si on regarde tout ce que nous avons fait comme investissement en matière de production, de transport, de distribution, c'est adossé sur des prêts. Parfois, c'est des prêts que l'État prend et rétrocède à Sonabel. Parfois aussi, c'est des dons que l'État rétrocède, mais l'essentiel de nos investissements, c'est des prêts. Tout ce qu'il y a comme ouvrage, c'est des prêts. Est-ce qu'au niveau de la Sonabel, vous pensez aujourd'hui, par exemple, à l'augmentation du kilowattheure? Vous pensez que c'est finalement une solution pour sortir de la crise au niveau de l'institution? Non, je pense que depuis 2016, le gouvernement a pris des dispositions pour améliorer la situation financière de Sonabel. En faisant quoi concrètement? En fixant le prix d'achat du combustible à un niveau pour équilibrer nos comptes. Et ces mesures ont permis d'équilibrer nos comptes. Bon, à l'interne, le personnel aussi a travaillé à optimiser les charges pour pouvoir permettre effectivement de contribuer aussi au bon fonctionnement de la maison. C'est ainsi que vous avez remarqué qu'en 2016, la Sonabel est sortie bénéficiaire et en 2017 aussi, on sera bénéficiaire. Alors donc ça veut dire clairement qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du kilowattheure au Burkina. Vous êtes ferme là-dessus, hein? Oui, je pense que nous travaillons plutôt à réduire le coût. C'est pourquoi nous faisons certaines options telles que les interconnexions pour permettre d'avoir de l'électricité moins chère. Donc il y a le solaire aussi qui est en train d'arriver et dont les coûts sont en train de baisser et le gouvernement a fait une priorité. Donc il y a pas mal de projets dans ce sens qui vont venir contribuer à réduire le coût de revient de l'électricité. Alors, parlant de la gestion de la Sonabel, il y a eu la loi donc 014 du 20 avril 2017 qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et l'une des spécifications de cette loi-là, c'est de parler par exemple de la séparation de la comptabilité, distribution, production et transport. Pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas effectif? Pourquoi les réformes ne suivent pas au niveau de la Sonabel pour pouvoir peut-être rendre plus opérationnelle l'institution? Bon, on parle de séparation de la comptabilité. On ne parle pas de séparation des structures. Actuellement, nous avons une comptabilité analytique qui est mise en œuvre et qui permet de savoir ce que chaque partie a comme charge, comme revenu. Donc, de ce côté, bon, nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà pourquoi cette réforme n'a pas encore commencé à être exécutée comme votée par les députés à l'Assemblée nationale? Non, en fait, c'est juste mettre la forme, c'est-à-dire c'est peut-être faire de la comptabilité séparée. Bon, actuellement, l'entreprise étant toujours unique, on a toujours fait des comptes ensemble, mais on sort ce que chaque partie a comme comptabilité, sans problème. Mais est-ce que cela ne va pas contribuer à une meilleure gestion au niveau de la Sonabel pour qu'on ait peut-être une meilleure vision sur les gestions? Parce qu'on se dit aujourd'hui qu'on investit plus dans la production, mais les résultats ne sont toujours pas bons. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'on est obligé d'investir dans tous les compartiments. On est obligé d'investir dans la production pour augmenter l'offre.
on est obligé d'investir dans le transport pour pouvoir permettre d'évacuer l'énergie dans toutes les parties du pays. On est obligé d'investir au niveau de la distribution pour permettre à ce que l'électricité arrive dans les concessions. Donc on est obligé d'investir partout. Et c'est vrai que la comptabilité séparée permet de voir plus clair ce que chacun apporte dans le système. Et puis chacun a comme ce que chacun a comme charge dans le système. Bon, et comme je l'ai dit, c'est connu. Donc il n'y a pas de problème. Alors, on reste toujours dans la même dynamique de cette réforme importante. La loi donc ambitionne d'ici à 2020 un taux de couverture qui tournera autour de 80% pour toucher environ 1 million d'abonnés. Est-ce que ce n'est pas utopique pour un pays comme le Burkina? Déjà, le peu d'abonnés que vous avez, vous êtes incapable de les satisfaire. Je ne pense pas que ce soit utopique. Il faut dire que un pays comme le Burkina, qui est au début de son électrification, s'il veut progresser, est obligé d'être utopique, est obligé d'être ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut que vous placez vos ambitions à un niveau pour pouvoir effectivement permettre de satisfaire la clientèle. Je pense que augmenter le nombre de clients ne veut pas dire qu'on augmente en gardant une offre qui ne bouge pas. Parallèlement, autant on dit on augmente le nombre de clients, en même temps, on travaille à améliorer l'offre. Et actuellement, on a pas mal de projets qui sont en cours, qui doivent permettre de satisfaire les besoins qui vont venir, les 1 million là, oui, sans problème. Vous avez beaucoup de projets. Le problème au Burkina, c'est qu'on a du mal à croire en tous ces projets-là. On se rappelle de Comsilga, par exemple, ce groupe-là qui est venu, on a barré même des routes, on a soulevé des fils, des câbles et tout ça. Que devient ce groupe de Comsilga aujourd'hui? Est-ce qu'il est opérationnel à 100%? Ce qui nous était revenu, c'est qu'il y a trop de pannes sur ces différents groupes-là, Sonabel. Bon, si vous prenez le groupe en question qui a fait l'objet de médiatisation, il est actuellement fonctionnel. À 100%, il n'y a pas de panne? À 100%. Oui. Et au-delà de ce groupe, ce groupe-là nous fournit environ 16 MW pour un système qui a besoin de 350. Bon, ce groupe donne son apport, mais ce n'est pas un groupe déterminant dans le système. Vous allez à Comsilga, au-delà de ce groupe, vous avez 6 autres groupes qui ont été installés aussi. Et Comsilga a 7 groupes, avec une puissance installée de 90 MW. Pendant la transition, tout le gouvernement est allé visiter la centrale de Comsilga. Ils étaient tous émerveillés. Si vous vous rappelez, même le premier ministre ivoirien à l'époque, M. Kablan Duncan, est venu visiter la centrale. Il était émerveillé. Parce que c'est une centrale qui a été conçue par les ingénieurs de Sonabel. Ce n'est pas une conception étrangère. C'est nous qui l'avons conçue et elle fonctionne. Et si elle n'avait pas été là, la situation a été encore plus grave. Donc, il faut que les uns et les autres sachent que le groupe en question a eu des difficultés à arriver, mais le groupe est arrivé et il fonctionne. Alors, parlant de ces multiples pannes de vos différents groupes-là aujourd'hui, est-ce qu'il y a une planification? Est-ce que vous prenez le temps souvent de prévenir que de guérir? Parce qu'on a l'impression que vous êtes sur l'offensive, enfin sur la défensive que l'offensive, parce qu'on aurait dû anticiper pour qu'il y ait moins de pannes sur les groupes de Kosodo, Ouaga 1, voire même Bobo 2 éventuellement. Bon, vous savez, dans notre situation où il y a un manque, nous sommes obligés de surexploiter le groupe. Et comme il y a un manque, quand un groupe tombe en panne, du coup, le manque s'aggrave. Dans des situations normales, les groupes vont tomber en panne, on va les arrêter, réparer et les remettre en service, personne ne va se rendre compte. C'est ce qui se passe dans tous les pays. C'est-à-dire que le système en électricité, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait un excès. C'est-à-dire qu'il faut une marge pour que si le plus gros système qui vous donne l'électricité est absent, vous puissiez toujours équilibrer votre demande. Mais comme il y a un manque, nous n'arrivons pas à assurer ça. Mais comme je l'ai dit, il y a des projets en cours et normalement ces projets doivent régler ce problème. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps encore dans cette émission. Parlons à présent donc du solaire, parce qu'on a beaucoup cru aujourd'hui que c'était la solution, le solaire avec Zaktouli, mais on se rend compte que finalement Zaktouli ne règle pas le problème de coupure d'électricité. Bon, Zaktouli
n'est pas venu pour régler les problèmes d'électricité. Zak-Touli est venu pour contribuer à régler les problèmes d'électricité. Zak-Touli, c'est une centrale de 33 MW crête. Et depuis sa mise en service, Zak-Touli fournit la puissance maximale. C'est vrai que si le ciel est couvert, il produit moins, mais quand il y a le soleil, Zak-Touli donne sa puissance maximale. Et Zak-Touli contribue beaucoup dans la gestion de la pointe de cette année. Mais Zak-Touli n'a pas de système de stockage. Zak-Touli, c'est juste dans la journée que Zak-Touli fonctionne. Et il faut dire que la nuit, Zak-Touli n'est pas fonctionnel. Zak-Touli n'est pas fonctionnel parce qu'on n'a pas ajouté un système de stockage. Parce que si on l'avait fait, le projet allait revenir plus cher et le coût de revient n'allait pas être intéressant. Et tous les gros systèmes dans tous les pays, la plupart du temps, ils fonctionnent au fil du soleil. Ils ne font pas de stockage. Il y a des expériences actuellement en cours pour effectivement introduire le stockage, mais le stockage demeure cher. Donc, tant que le prix du stockage ne va pas baisser, pour les gros systèmes comme ça, on ne peut pas introduire le stockage. Donc, Zak-Touli, on a vendu un rêve, mais ce rêve-là, à partir de la tombée de la nuit, c'est fini, on n'a plus droit. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Zak-Touli fournit entre 26 et 28 MW dans la journée. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Zak-Touli fournit 5% de nos besoins en énergie. C'est une réalité, ce n'est pas un rêve. Il faut dire que le solaire a ses avantages et puis là aussi ses inconvénients. Donc, il faut faire avec. Il faut voir Zak-Touli comme une contribution à l'amélioration des besoins énergétiques du pays. Un seul projet ne peut pas venir régler les problèmes du Burkina. C'est un foisonnement de projets qui vont permettre de régler nos problèmes. Et ces projets-là sont en cours. Alors, monsieur le directeur de la Sonabel, il y a une déclaration du Premier ministre à l'Assemblée nationale, Paul Kabatieba, qui annonce la fin des délestages en 2019. Est-ce que ce sont vos techniciens qui lui ont dit d'aller dire ça à l'Assemblée avec des garanties sérieuses que ça va être le cas? Bon, je pense qu'il faut comprendre ce que le Premier ministre a dit. Le Premier ministre n'a pas dit qu'il n'y aura plus de coupure d'électricité au Burkina. Le Premier ministre a dit que c'est fini pour le délestage. Le délestage, c'est quoi? C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à faire face à la demande parce que l'offre ne suffit pas et nous sommes obligés de couper pour ça. Avec la ligne du Ghana qui arrive, en principe, nous allons combler le déficit. Mais dès lors que le déficit est comblé, on ne va plus couper pour manque de courant. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour renforcer le système. Mais même si on a un surplus de production, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait une panne. Vous ne pouvez pas empêcher d'arrêter les ouvrages pour faire l'entretien. Quand les gens reprennent ce que le Premier ministre a dit, cela, ils sous-entendent que le Premier ministre a dit qu'il n'y aura plus de coupure d'électricité au Burkina. Vous allez même dans les pays développés, aux États-Unis, en France et partout, vous allez voir qu'il y a des coupures de courant. Donc, mais vous confirmez qu'il n'y aura plus de délestage en 2019? En principe, puisqu'on aura assez d'énergie pour faire face à la demande. En tout cas, les Burkinabés vous regardent. Hein, dans un an, on fera le bilan ensemble. On verra ce que cela va donner pour la suite. Mais dites-vous que nous avons des équipements. Si un équipement, par exemple, si la ligne avec le Ghana tombe en panne, l'apport du Ghana ne va pas venir. Donc, en ce moment, c'est une panne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'offre, c'est parce qu'il y a une panne. Une fois qu'on a réparé, on va remettre. Mais il ne faut pas que vous dites après qu'on a dit qu'il n'y aura plus de coupure. Et bon, le jour qu'il y a coupure, vous sortez dire non, voilà, vous aviez dit qu'il n'y aura plus de coupure. Donc, il faut qu'on se comprenne bien. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui les citoyens burkinabés qui ne sont pas du tout contents de la Sonabel? Nous le comprenons très bien. Comme je l'ai dit, nous-mêmes, nous sommes des consommateurs de l'électricité. Et autant les autres consommateurs souffrent, autant nous souffrons. Nous souffrons encore plus parce que c'est nous qui faisons le travail. Et je peux vous dire que pendant cette période, le personnel ne dort pas pour permettre d'offrir l'électricité à la clientèle.
Je vous invite à venir un jour nous voir en activité. Vous allez vous rendre compte que le personnel est engagé dans la satisfaction des besoins énergétiques. Est-ce que vous vous attendez à ce que les gens vous comprennent finalement? Bon, nous souhaitons qu'ils nous comprennent. Et du reste, je pense qu'une bonne partie de la population nous comprend. Et ceux qui nous voient à l'œuvre nous encouragent et souhaitent qu'on puisse redoubler d'ardeur pour pouvoir encore mieux servir. Mais il y en a effectivement qui ne supportent pas et ils le font ressortir. Ils l'expriment de plusieurs manières. Et nous recevons ça comme des critiques et nous en tenons compte pour travailler, pour améliorer nos prestations. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de présenter nos excuses, en tout cas aux consommateurs de l'électricité, par rapport à tous ces désagréments qui, c'est indépendant de notre volonté. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir fournir de l'électricité en quantité suffisante et de bonne qualité. Vous est-il arrivé des moments où vous vous êtes dit, est-ce que moi je ne vais pas abandonner la direction de cette structure parce que j'en ai marre de toutes les critiques, des injures et tout ce que j'entends? Non, non, je pense que j'ai accepté cette charge comme un devoir. Et je savais les circonstances et l'environnement dans lequel je dois travailler. Si, parce qu'il y a des difficultés, on doit baisser les bras, bon, vous n'aurez personne pour diriger nos entreprises. Ce n'est pas seulement Sonabel qui a des difficultés. Vous prenez dans toutes les activités, il y a toujours des difficultés. Parce que nous sommes dans un environnement qui fait que ce n'est pas toujours facile de satisfaire les besoins de la population. Vous allez dans la santé, il y a des difficultés. Vous allez dans l'eau, il y a des difficultés. Vous allez dans les routes, il y a des difficultés. Vous allez dans l'agriculture, il n'y a pas ce point-là où il n'y a pas de difficultés. Nous sommes un pays où les ressources sont limitées et il faut faire avec. Donc, on s'efforce de faire avec. Donc, moi, je suis engagé à donner ce que j'ai comme connaissance pour mieux servir mon pays. Si vous avez 30 secondes pour vous adresser à vos clients Sonabel aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment leur dire que nous sommes désolés de la situation qu'ils vivent. Je souhaite qu'ils comprennent que c'est indépendant de notre volonté et qu'on travaille à améliorer la situation. On a un certain nombre de projets qui vont arriver et avec ces projets, la situation va s'améliorer. On a notamment 50 MW thermiques qui doivent être installés à Kosodo sur financement BID. Le déploiement est en cours. On a des centrales solaires qui doivent s'installer. Il y en a 20 MW à Koudougou, 10 MW à Kaya, 50 MW à Bobo et 40 MW à Ouaga et nord-ouest. Il y a d'autres centrales, 150 MW thermiques à Ouaga Est. Il y a pas mal de projets qui sont en cours et qui chacun doit venir améliorer la situation, permettre en tout cas d'améliorer. Donc c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais tout cela, ça demande du temps. Parce qu'un ouvrage électrique, ça se construit dans 2-3 ans. C'est pas quelque chose... Ça, c'est si vous avez même désigné celui qui doit construire. Sinon, si vous devez dérouler tout le processus, chercher l'argent et déployer et faire la concurrence pour désigner une entreprise, c'est encore plus longtemps. Donc, il faut que la population ait patience, en tout cas, et qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour améliorer la situation de l'électricité au Burkina Faso. Et nous y travaillons, le gouvernement y travaille. Les bailleurs de fonds, actuellement, en ont fait une priorité. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à nous accompagner. Le gouvernement, dans le cadre du PNDS, en a fait une priorité. C'est la première fois dans la planification du Burkina où l'énergie est une priorité. D'habitude, dans les planifications passées, l'énergie se noyait dans l'ensemble.
Et c'est la première fois que les bailleurs de fonds aussi en font une priorité, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est important dans des pays comme le Burkina. Donc, ils en ont fait une priorité. Et lorsqu'ils déroulent leur processus, l'énergie est une priorité. Donc, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Et c'est sur ces notes-là qu'on met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est à moi de vous dire merci pour l'occasion que vous nous avez donnée de nous exprimer. Et en tout cas, merci infiniment et bon courage et bonne continuation. Merci à vous. Alors, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, c'était François de Saloué-Drago, directeur général de la SONABEL, l'invité de l'émission Le Grand Déballage. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.